Bonsoir à tous, bienvenue ce soir en direct sur la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV, l'émission qui donne la parole à ceux qui font votre quotidien. Et s'il y a un invité qu'il fallait avoir dans notre émission, c'est bien lui. Parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous le croisez tous les jours, chaque matin, pendant votre petit déjeuner. Habituellement, c'est lui qui pose les questions. Aujourd'hui, on espère de lui des réponses. Bonsoir Christophe Delay. Bonsoir Nicolas. C'est rare de vous voir à l'antenne à cette heure-là. Là, il est 18h. On est en Ouais, direct. D'habitude, c'est ouais. 6h du matin. Qu'est-ce que ça change? Ah bah, ça change, c'est que j'ai pu dormir, que j'ai pu faire mes courses, que j'ai eu une journée à peu près normale, qu'on est au seuil du week-end. Donc voilà, puis ça fait aussi bizarre de se retrouver de l'autre côté parce que, comme vous C'est le ce que j'allais vous disiez, demander. C'est ce que d'habitude j'allais vous c'est moi qui demander. pose les questions et je déteste qu'on me pose des questions. Pourquoi? Donc je Alors vais faire un pourquoi? effort. Ben non, parce qu'en fait, enfin, dans l'exercice de mon métier, ce sont les autres qui sont intéressants, c'est pas moi. Et d'ailleurs, dans ma construction quotidienne de l'émission, je dis toujours que moins on nous voit et donc moins on me voit, mieux c'est. Paradoxalement, moi, je fais ce métier davantage pour qu'on voit les autres plutôt qu'on voit ma gueule. Donc, mais voilà. Donc, effectivement, se retrouver dans la position de celui qui est interviewé, c'est pas nécessairement la Un position que je plaisir. préfère. Mais ça va aller quand même? Vous avez Oui, ça confiance? va aller. Oui, Bon, j'ai confiance. Je alors connais pour, bien le bonhomme. bon, très bien. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu, on en parlera un petit peu plus tard. Vous présentez, alors je le dis pour les gens qui connaîtraient votre visage, peut-être pas tout à fait votre nom, enfin, ou qui se disent je le connais, il n'a pas son costume, il n'a pas sa cravate. Vous présentez avec Adeline François, première édition du lundi au vendredi sur BFM TV de 6h à 8h30. Vous n'êtes jamais au petit déjeuner chez vous, par contre, vous partagez celui d'un grand nombre de Français. Quel effet ça fait? Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est en plateau? En fait, on n'y pense pas vraiment. On n'y pense pas vraiment pour ne pas avoir en fait ce vertige, le vertige de se dire bah, qu'il y a quand même du monde devant la télé. On est concentré sur évidemment l'info, sur la façon de la donner, sur notre humeur, parce qu'on peut être de bonne humeur, se lever du bon pied ou être de mauvaise humeur, parce que ça arrive aussi à chacun d'entre nous. Donc il ne faut pas que ça se voit. Faut pas que ça se voit. Mais l'idée, effectivement, c'est à la fois de partager ce qu'est le quotidien du monde, c'est-à-dire bah, pas toujours reluisant, pas toujours gai, mais aussi mettre bah, un peu, beaucoup de convivialité pour que les téléspectateurs ne fuient pas la réalité morose de l'actualité qui est hélas notre pain et votre pain quotidien. Alors l'idée à cette heure-là, c'est quoi? C'est de lancer la journée des gens? C'est quoi votre credo? Parce que vous êtes Bah, présentateur, vous êtes aussi rédacteur en chef, donc c'est vous qui donnez l'impulsion de cette matinale? bah, l'idée, effectivement, c'est d'être prescripteur. Et c'est sur quoi je me bagarre tous les jours avec l'équipe, évidemment, parce que c'est quand même le travail d'un collectif. Ça, j'insiste toujours beaucoup, à la fois un Vous êtes collectif combien? devant Vous et êtes... derrière la caméra. Alors, c'est compliqué de le dire, mais physiquement, le matin, dans l'équipe rédactionnelle, il y a une quinzaine de personnes. Idem pour à peu près pour l'équipe technique, peut-être même un peu moins. Mais évidemment, c'est une grande partie de la rédaction qui travaille pour la matinale, puisque la matinale, c'est une grande partie de l'audience de BFM TV. Donc voilà, c'est vraiment le travail acharné d'un collectif et c'est un équilibre aussi, un équilibre entre l'actualité dure et l'actualité plus légère. Avec Adeline François, on compose tout le temps avec cette contrainte-là et elle est parfaite dans ce rôle parce qu'elle peut à la fois être excellente sur l'actualité hard et tout à fait géniale sur la partie légère de l'actualité. Et savoir passer d'un registre à un autre, bah, c'est pas une qualité fréquente. Et surtout savoir retrouver son sérieux en passant d'une thématique à une autre, c'est une qualité aussi qui est rare. Alors le matin, c'est en moyenne, on va dire 500 000 téléspectateurs, ce qui est énorme, C'est c'est ça, c'est 500 20%. 000, c'est 500 000 téléspectateurs, ou comme on dit dans notre jargon, au quart d'heure moyen. Il y a quand voilà, en moyenne, entre 6h et 8h30, il y a autour de 500 000 téléspectateurs, un peu plus lorsqu'il y a un gros coup d'actualité, un peu moins quand les beaux jours arrivent. Notre audience de pointe en ce moment, elle est à 6h pardon, à 7h et à 8h. Elle tourne autour de 600, 650 000 téléspectateurs. Voilà. Évidemment, il y a moins de monde à 6h qu'à 8h. Voilà.
20% des téléspectateurs qui sont devant la télé le matin regardent BFM TV. Vous êtes la deuxième matinale de France, première chaîne d'information. Est-ce que ça vous donne une responsabilité supplémentaire? Moi, j'ai jamais travaillé en ayant cet objectif en tête. J'ai toujours travaillé en me disant, depuis, parce que ça fait 14 ans maintenant, en me disant, je vais essayer de faire une tranche d'infos qui corresponde exactement à ce que je crois. Et donc, les chiffres sont venus doucement, mais je me lève pas tous les jours en me disant, voilà, il faut qu'on combatte la concurrence, qu'on soit meilleur de la concurrence. Il se trouve que le travail quotidien fait que nous arrivions. Je dis pas que demain on n'aura pas ce souci en tête si d'aventure nos chiffres deviennent plus faibles. Mais mon souci d'abord, c'était pas d'être obsédé par les chiffres, mais de faire un programme harmonieux qui corresponde exactement à ce que je crois. Quand je disais responsabilité supplémentaire, je parlais du traitement de l'information, de ce que vous donnez aux spectateurs, pas forcément des chiffres. De la même façon, si soit il y a un moment il y a une petite baisse d'audience, voilà, vous savez que vous êtes majoritaire le matin, vous en tenez compte? Moi, bien sûr. Et évidemment, on s'en tient compte. Moi, la question que je me pose et que se pose l'équipe chaque matin lorsqu'on construit la tranche, chaque matin et chaque soir d'ailleurs, parce que la journée de travail est quand même divisée en deux parties, c'est de savoir, ce qu'attendent nos téléspectateurs. Et mon deuxième souci aussi, c'est d'être prescripteur, c'est-à-dire de sentir les sujets. Quand je dis je, c'est l'équipe, hein, sentir les sujets qui montent, sentir les bons angles, sentir les bonnes thématiques qui, peut-être, dans les heures qui viennent ensuite, seront reprises par la concurrence ou seront devenus naturellement les thèmes de l'actualité. Et en fait, quand on est prescripteur, en général, on est leader. Et donc, voilà, c'est cette gamberge-là aussi qui était très intéressante, parce que les téléspectateurs voient toujours, évidemment, ce qui est produit à l'image, mais cette partie-là de mon métier, j'allais dire que c'est presque la plus facile. C'est-à-dire que si on a réfléchi l'actualité, si on a anticipé, si on a trouvé les bons angles, si on a trouvé les bonnes personnes pour les fabriquer, les bons invités pour les incarner, et s'il se trouve que ces thématiques correspondent au tempo exact de l'actualité, on aura fait une grande partie du boulot. J'allais dire que, je prends aussi souvent cette image, si la cuisine est bonne, si tout le monde a trouvé les bons ingrédients, si tout le monde a trouvé le bon temps de cuisson, eh ben nous, en plateau, ce sera très facile de vendre. De servir les plats. Voilà, exactement. Exactement. Quand la cuisine est bonne, voilà, les plats sont assez faciles à servir. Je découvre vos talents de chef. Comment elle s'organise cette journée? Parce qu'on vous voit à partir de 6 heures, mais évidemment, vous vous préparez. À quelle heure vous vous levez? Les gens ne savent pas ça. Alors, ma journée, elle commence à 2 heures du matin. En fait, je me réveille à 2 heures du matin. Je suis à la rédaction assez vite puisque j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc j'y suis un peu avant 3 heures. Là, on commence à écrire et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On commence à écrire le journal avec Adeline. Adeline est là, l'équipe arrive au fur et à mesure. On commence à écrire le journal. À 4h30, à 4 heures du matin, nous avons une conférence de rédaction. On est une petite dizaine, voilà. Une conférence de rédaction qui doit durer moins d'une demi-heure. C'est une réunion de calage, de mise en page finale des éléments, des reportages, des interviews que vous allez entendre durant la matinale. Ensuite, Adeline va au maquillage, moi je me maquille tout seul, on affine le journal et l'émission commence en studio à partir de 6 heures, donc jusqu'à 8h30, c'est un tunnel, un sprint pendant 2h30. Ensuite, l'émission se termine, il y a un tout petit débriefing, je rentre très vite chez moi en fait pour faire la deuxième partie de ma nuit. Voilà, donc je fais une petite sieste le matin, toute petite sieste. Combien de temps vous dormez du coup? En semaine, je dors à peu près 6 heures.
Il me faut 6 heures par 24 heures. Voilà. Et donc, bon, je déjeune, ensuite, on me réveille et je m'oblige à envoyer à mon équipe, avant 14 heures, les lignes directrices que je crois importantes pour la matinale du lendemain. Adeline fait la même chose, un peu plus tôt. Michael Perret, qui est le rédacteur en chef et qui est d'ores et déjà au travail à ce moment-là, à 14 heures, reçoit ses mails. Et le fruit de la préparation de la matinale est l'agrégation de toutes ces contributions. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont décidés, d'autres qui sont oubliés, d'autres qui s'ajoutent évidemment au gré de l'évolution de l'actualité. Tout ça est validé par la direction de la rédaction aux alentours de 18 heures. Et à 19 heures, nous avons une conférence téléphonique, tous ensemble, on est une demi-douzaine à peu près, pour mettre en page la matinale. C'est-à-dire que l'équipe se couche avec la mise en page de la matinale, c'est-à-dire le menu. On parlait tout à l'heure de gastronomie, mais c'est vraiment le menu demi-heure par demi-heure. On sait exactement avec quoi on va ouvrir, quel sera le deuxième sujet, le troisième, etc., parce qu'il y a un élément très important aussi auquel je crois et que j'ai instillé dans cette équipe, c'est la mise en page. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est pas trop technique pour vous, mais si un reportage ouvre une tranche d'information, il ne peut pas y avoir un deuxième reportage derrière. C'est un reportage, un duplex, peut-être un petit sonore, puis un reportage. Il faut créer une harmonie, il faut que ce soit harmonieux. C'est ce que j'appelle une rythmique. Et même plus loin, je dis aux équipes, il faut faire de la dentelle pour que, effectivement, il y ait une harmonie, une rythmique qui emporte le téléspectateur et l'empêche, entre guillemets, de zapper. Essayer de le garder, à la fois évidemment avec le fond, parce que c'est très important, mais aussi avec la forme. Et donc cette composition, cette rythmique, cette mise en page, on l'a fait à ce moment-là, quitte d'ailleurs à totalement la démonter lorsqu'on arrive à la rédaction le matin, mais c'est aussi ce qui fait à la fois le sel et l'adrénaline du métier. Mais voilà, c'est une organisation extrêmement huilée, une mise en page très très précise, qu'on ajuste en permanence jusqu'au dernier moment, et même pendant l'antenne. Et c'est aussi ce qui fait une des clés du succès. Peut-être, il n'y a pas que ça. Hein, je crois toujours, je crois que d'abord, ce qui fait la clé du succès, c'est le contenu. Voilà, c'est-à-dire le contenu. La deuxième clé du succès, ce sont les choix, c'est-à-dire quel thème nous traitons, quel angle nous choisissons. Ensuite, il y a sans doute évidemment une part de notre travail, c'est-à-dire notre capacité à vendre, à partager la production d'une équipe. Et enfin, il y a l'harmonie générale qui se révèle de l'émission. Je dis harmonie générale parce qu'il y a Adeline et moi, mais il y a Lorraine de Susbiel, il y a le chroniqueur économique Nicolas Dose, il y a Mathieu Croissando, il y a Julien Mielcarec, et tout ça sont des personnages de l'émission qui sont très importants. Voilà. Et si ça ne matchait pas entre nous tous, dans les coulisses, ça ne fonctionne, je crois. Je crois. Donc il y a une forme de naturel, de sympathie, de simplicité aussi, qui fait que il y a une mayonnaise qui prend, parce que qui fait que tous ces éléments sont réunis et que ça fonctionne pas mal. À quelques jours près, vous en êtes à 14 ans de présentation de première édition sur BFM TV. Ça représente environ 3000 matinales. On vous a perdu, Christophe. C'est bon, ça y est, je vous vois. Donc 3000 matinales sur BFM TV à peu près. On ajoute avant ça entre 10 et 15 ans de radio et encore beaucoup de matinales. Comment vous faites pour garder la même énergie, pour vous lever si tôt ? Moi, je crois que ça me concerne moi, mais ça devrait concerner tout le monde. Il faut être passionné par ce métier. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment passionné par ce métier. Je trouve l'énergie tout le temps de trouver de nouvelles idées, de trouver de nouvelles motivations. En fait, ce qui me fait avancer, ce sont les idées. Voilà. Tant qu'on a des idées, on y arrive. C'est mon moteur, en fait.
voilà. Et puis il y a un équilibre aussi familial qui fait que voilà, je suis très bien entouré. Je dis toujours que ce rythme m'a permis de voir grandir mes enfants, même s'il est difficile, de passer beaucoup de temps avec ma femme. Voilà, c'est très important. Donc voilà, c'est. Mais pas au petit déjeuner, du coup. Ah ben si, parce qu'en fait, elle m'attend. Elle dépose les enfants à l'école et nous pouvons prendre le petit déjeuner Ah, ensemble alors vers 9 heures. vous m'aviez fait promettre de pas aller vous chercher sur Ah, le personnel, mais je vois non, mais ça, c'est que pas grave. Ça va. On bon, dévoile pas de secret. ça va. Sur BFM TV, il y a eu beaucoup de turnover ces dernières années parmi les présentateurs. Actuellement, on va dire à peu de choses près avec Jean-Jacques Bourdin et son interview politique, vous avez un record de longévité. Comment vous l'expliquez parmi tous les présentateurs? Vous êtes le plus ancien en place, je crois, si j'ai bien compté. Mhm. Comment vous l'expliquez, si c'est à vous de le faire? Je sais, oui, ce serait plutôt à mes patrons de le faire, mais je crois que ça marche pas mal. Ça, c'est la première chose. Deux, on fait évoluer beaucoup le produit. Ils savent que je l'emberge tout le temps, que je suis jamais content. En fait, je suis jamais content. Voilà, je suis jamais content. Donc, et puis je crois, et plus sérieusement, en fait, je me suis jamais reposé sur mes lauriers. Et d'ailleurs, les chiffres, par exemple, on n'en parle jamais. Et j'en parle jamais, en fait, aux équipes. Je considère toujours que, OK, aujourd'hui, on a fait un super chiffre, hein, c'est super, OK. Mais maintenant, il faut le refaire, en fait. Et Parce que la tout peut concurrence, aller très vite dans un sens comme dans l'autre, vous pensez? bien sûr, en fait. Rien n'est jamais acquis. C'est pour ça que je suis assez froid avec ça. À la fois froid et lucide. C'est-à-dire que je sais que c'est hyper fragile, en fait. Et que les téléspectateurs, ils sont là, mais peuvent se barrer très rapidement du jour au lendemain. Donc, vraiment, enfin, ça fait partie aussi sans doute de mon éducation, mais je sais que rien n'est jamais acquis. Et donc, il faut se bagarrer tous les jours. Et c'est ce que je fais. En fait, je suis hyper exigeant. Les gens qui travaillent avec moi, Avec vous-même aussi? ils ah ouais, bien sûr. Ouais, très, très. Je suis jamais content, en fait. En fait, je suis jamais content, en fait. C'est ça ma difficulté, c'est C'est que je suis plus que jamais du content. perfectionnisme? Voilà, c'est du perfectionnisme. C'est pas plus du perfectionnisme, mais c'est de l'exigence, en fait. C'est de l'exigence. Et les gens qui travaillent avec moi le savent. Et en fait, ils sont assez contents, en fait, que ça se passe comme ça. Parce que et c'est aussi une de mes petites satisfactions. Les gens qui sont passés avec moi, ils m'en reparlent, quoi. Ils sont, voilà, ils me disent souvent tout ce que la première édition leur a apporté. Ça a été une école très formatrice. Euh, donc tout ça aussi fait quand même pas mal avancer. Alors, vous êtes très regardé, mais vous êtes finalement quelqu'un, et vous l'avez dit, enfin, on l'a compris, quelqu'un de peu médiatique. À ma connaissance, vous n'êtes sur aucun réseau social. C'est pourquoi? C'est pour préserver votre vie Mm. privée ou parce que vous Mm. estimez que votre parole n'a pas lieu d'être publique en dehors de la matinale? Ouais, c'est une bonne question, ça. Merci. D'abord, parce que je trouve qu'on passe trop de temps, déjà, derrière nos tablettes, derrière nos téléphones, au bureau. Et moi, je veux pas prendre plus de temps à ma famille sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, effectivement, c'est un choix. Je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien à partager avec les réseaux sociaux. Rien. Je veux rien donner. Même pour une Je veux rien donner. utilisation professionnelle? Si, bien sûr, mon utilisation professionnelle, c'est le compte Twitter de première édition. Donc voilà, ça m'est utile. Je dis pas que j'utilise pas par ailleurs d'autres sources, mais ce n'est pas su. Et en tous les cas, et la question, est-ce que vous n'avez rien à partager Non, c'est pas à moi de donner mon avis. C'est pas à moi de donner mon avis. C'est moi, je suis là pour écouter les avis, faire débattre, mettre en perspective. Mais voilà, je suis pas c'est pas que je suis pas de cette école des réseaux sociaux parce que j'en perçois bien l'importance. Je sais ce qui s'y passe, mais je veux pas rentrer dans la surenchère effroyable des réseaux sociaux. Donc c'est aussi une protection. Alors du coup, le temps libre de la journée est consacré à quoi? Parce que moi, je vous imaginais connecté à l'actualité quasiment en permanence.
Ouais, mais je le suis quand même. Je le suis quand même, mais l'actualité, elle passe en partie par les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et puis, vous savez, il y a il y a ces ouvrages, vous savez, avec des pages qu'on appelle, vous savez, des livres, vous Alors savez, c'est un avec truc d'une des ancienne numéros de génération, pages, tout ça. ça. Voilà, c'est D'accord, ça. Je suis d'une d'accord. ancienne génération et j'en suis très content et je Donc, l'assume. Donc donc vous voilà, êtes... je passe du temps avec ça, à me nourrir de ça, à me nourrir de plein d'autres choses, mais pas nécessairement derrière un écran. Voilà, en tous les cas, pas celui des réseaux sociaux. Alors justement, sans faire injure à votre âge, vous avez commencé le journalisme pardon, à une époque où il n'y avait pas Internet, moins de moyens techniques, tout Hum, allait moins hum, vite. hum. Pour vous, qu'est-ce que cette évolution technologique a changé? Bah, elle change tout, en fait. Elle change le métier de journaliste parce elle nous oblige. Déjà que les chaînes d'infos vont très, très vite, les réseaux sociaux vont encore plus vite. Mais, donc, la difficulté, c'est ça, dans l'exercice du métier. C'est de ne pas se laisser piéger par les réseaux sociaux et avoir l'extrême prudence de vérifier ce qui s'y trouve. Donc, donc le métier a évidemment beaucoup changé. Il a fallu que nous nous adaptions, mais moi, j'utilise les nouvelles technologies comme je le crois, c'est-à-dire que pour qu'elles soient utiles à l'information, à la transmission de l'information. Je vais donner juste un exemple. On est les premiers à première édition à permettre à un grand reporter qui s'appelle Cédric Fesch de travailler tout seul avec un iPhone en direct. Personne n'avait osé avant nous. Voilà, Cédric, il est en direct chaque matin sur un spot avec deux iPhones, un au bout d'une perche et un en plan de coupe. Voilà, c'est moi qui crée ce truc-là. Alors, je dis pas que c'est l'écriture de demain, mais typiquement, même si je suis pas de la génération réseaux sociaux, c'est ultra moderne. Vous en avez compris C'est-à-dire, l'intérêt et la ah ben oui, rapidité. oui, c'est une écriture. Je dis bien ça parce qu'il est hors de question évidemment que tous les reporters de télévision se baladent avec un iPhone au bout d'une perche. Mais en même temps, quand on voit comment travaillent les réseaux sociaux, quand on voit comment évolue ce qu'on appelle ce journalisme mojo, il était indispensable qu'une chaîne d'info comme BFM TV se dote aussi de cette écriture. Une écriture en plus, sans piquer le boulot des JRI, encore une fois. C'est une autre façon de raconter l'actualité. C'est intéressant parce que d'abord, Cédric est parfaitement à l'aise avec ça et les nouvelles générations le sont aussi, et donc le seront demain. Et par ailleurs, ce qui me surprend chaque matin, c'est que les interlocuteurs sont aussi meilleurs. C'est-à-dire qu'ils sont infiniment moins impressionnés de parler à un journaliste avec un iPhone au bout d'une perche qu'à un journaliste avec un car satellite et une très grosse caméra sur l'épaule. Et donc, on obtient de meilleures choses. Donc, la techno, c'est bien. Voilà. Progrès, c'est bien. C'est très bien. La, la télé, pour vous, c'est une deuxième vie de journaliste. Vous êtes un enfant de la radio. Est-ce que Mmh. vous pourriez choisir, s'il fallait faire un choix de cœur ou Moi, j'ai alors beaucoup aimé. Alors, moi, j'ai fait ce métier pour faire de la radio, au départ. Et j'en ai fait 15 ans à Europe 1, où j'ai fait tous les métiers. Cette maison m'a tout appris. Je fais du reportage, je fais de la présentation, etc., etc. Et je voulais pas faire de télé parce que je trouvais que la télé était un média trop lourd. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années, la télé était un média très lourd, voilà, très très lourd, voilà, en termes de transmission, en termes de réalisation, en termes de reportage. Et puis, avec les évolutions technologiques, en fait, on s'est vite rendu compte à BFM TV qu'on pouvait faire de la télé qui allait aussi vite que la radio. Et donc, voilà, ce frein, parce que moi, j'aime l'adrénaline du direct et il faut que ce soit rapide et il faut qu'on puisse transmettre tout de suite et il faut qu'on puisse donner tout de suite. Ce frein technologique que l'on a eu pendant de très nombreuses années, jusqu'à une quinzaine d'années, on l'avait plus avec les nouvelles technologies. Donc c'est pour ça que je suis passé assez aisément de la radio à la télé, parce que j'ai considéré que je pouvais faire aussi bien mon métier à la télé qu'à la radio. et 14 ans Et en après, fait, vous en êtes toujours heureux? ah ouais, toujours. Je crois que j'aurais du mal, en fait, peut-être du mal à revenir en arrière. Sans doute du mal. Parce qu'en fait, ce qu'on fait le matin, c'est pas de la radio filmée, mais je construis toujours une première édition avec ce que j'ai appris à la radio, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en page, le sens de la rythmique. Tout ça, ce sont des notions de radio. Tous les gens qui travaillent avec moi, Adeline, c'est une femme de radio, voilà.
beaucoup des gens qui nous accompagnent sont des gens de radio. D'ailleurs, culturellement, dans le groupe Altis, les gens qui sont à l'écran sont beaucoup d'anciens journalistes de radio. Et ça aide beaucoup parce qu'on va plus vite, parce qu'on est construit différemment, en fait. C'est une vraie bonne école, la radio, ça le reste toujours d'ailleurs. Pendant votre carrière, quel événement a été le plus marquant à vivre ou à couvrir? Vous Il avez y en a droit eu peut-être à plein. 2 exemples, allez, deux ou Ouais, trois il y en a. exemples rapidement. Bon, alors, si je devais en donner trois, la mort d'Oussama Ben Laden. Voilà. Parce qu'on entre en studio en sachant qu'un gros événement s'est produit, mais on ne sait pas quoi. On gamberge, on gamberge, on gamberge, et on finit d'ailleurs par anticiper. Donc ça, c'est un événement fort. Le deuxième, et là c'est un événement très fort en images, c'est la catastrophe de Fukushima. Parce que lorsque le tsunami balaye en partie la centrale nucléaire, il est à peu près 7h moins 10 du matin, et nous découvrons les images en direct. Il faut se souvenir qu'à l'époque, un tsunami, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a un vague souvenir du tsunami de 2004 en Indonésie, mais là, on le découvre à l'antenne. Donc, il faut le commenter, il faut le faire vivre. Et ça, c'était vraiment un moment, un événement fondateur pour BFM TV. Il y a évidemment toute la série des attentats, mais je n'ai pas envie d'y revenir parce que ça a été des périodes très, très, très difficiles. Et puis, il y a la mort de Johnny Hallyday aussi, qui est un moment très fort parce que, voilà, je me souviens arriver au bureau à 3 heures, à peine réveillé, et puis entendre bip sur mon ordinateur, Johnny Hallyday est mort. Là, vous savez que vous allez faire Et une là, grosse c'était matinale. le fan ou le rédacteur en chef qui réagissait comme ça? Non, moi j'aimais beaucoup Johnny Hallyday. Voilà. Ouais, j'aimais beaucoup Johnny Hallyday. Mais on sait qu'on va être très attendu, qu'on ne doit pas se rater sur cette matinale. Il faut réveiller des gens au milieu de la nuit, voilà, pour faire une émission évidemment exceptionnelle. Et on a fait une grosse émission. L'événement que vous n'avez pas pu couvrir, soit parce que vous n'étiez pas encore journaliste, ou peut-être que vous étiez en vacances à ce moment-là, ça peut arriver, un gros événement, voilà, que vous avez manqué pour des raisons louables, que vous auriez voulu couvrir. Il n'y en a peut-être pas. J'ai pas de frustration avec ça parce que franchement, Nicolas, j'ai vécu tellement de gros événements, mais tellement que j'ai pas réellement de frustration. J'ai un souvenir, alors peut-être étudiant, voilà, étudiant. C'est la première guerre du Golfe en fait. Lorsque CNN est à Bagdad pendant la première guerre du Golfe, il y a un reporter qui s'appelle Peter Arnett, et je me dis putain, voilà, ça c'est sans doute ce qui a contribué en partie à me donner le virus du journalisme, quoi. Parce que je souris parce qu'en fait, j'ai souvenir de cette image, très mauvaise image de Bagdad avec le ciel zébré, les premiers missiles américains sur la capitale irakienne. Il se passe pas grand-chose, mais ces images, elles sont hypnotiques. Et parce que je souris parce que c'est aussi ce qu'on nous reproche parfois dans les médias d'information continue. On dit voilà, il se passe rien, vous meublez, bah oui, mais voilà, c'est ça l'information continue. C'est aussi savoir gérer des temps longs, morts, mais lorsqu'on sait que l'information va nécessairement progresser. Donc voilà, l'un des déclics, c'est de la télé en tous les cas, c'est sans doute ça. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, BFM TV incarne cette information continue. Il est de bon ton de parodier, de critiquer, de plagier, d'imiter BFM TV. Qu'est-ce que ça dit de l'image de la chaîne? Non, moi, je trouve ça. Alors, des fois, c'est sévère, mais je trouve toujours qu'il y a du bon dans la critique, en fait. Il y a de la vérité dans la critique, même si elle est très, très dure, hein, dans la caricature. Et c'est donc, aussi moi, la rançon de la gloire. oui, oui, d'abord, oui. Oui, sans doute. Mais c'est aussi révélateur de travers, voilà. Pas que des qualités, hein. Et je me sers toujours en fait de ces caricatures pour me dire mais comment on peut faire pour ne pas verser parfois dans de tels excès. Donc moi je le vis plutôt pas mal. Bon.
Euh, et les critiques que la chaîne subit sur le côté politique, en disant que c'est une chaîne macroniste, c'est une chaîne à la solde du pouvoir, c'est une chaîne qui attise la peur, par exemple dans cette crise sanitaire. Comment vous les vivez, ces critiques Moi, à titre personnel, je les trouve particulièrement injustes. Moi, si vous voulez, dans l'exercice de mon métier, euh, j'ai la liberté de tous les choix. Ben, c'est quand même dingue, quoi. Je peux tout choisir. Je peux choisir les angles, je peux choisir les invités, je peux tout choisir. Donc, Et il n'y a, cette pas- et y a critique pas d'être... un, y a pas un seul extrait de vous disant il faut voter pour un tel, ou Ah, le pas trop, gouvernement non. est formidable. Pas trop. On ne peut pas vous reprocher Mais ça. non, mais je pense que ce sont sans doute parfois les éditorialistes qui font que le téléspectateur assimile ce que dit l'éditorialiste à la pseudo-ligne politique de BFM. Mais je vous assure, enfin, j'ai évidemment que ma bonne foi pour le dire, mais jamais un seul patron de BFM TV nous a imposé quoi que ce soit en termes éditoriaux. Pas un, pas un. Et quand, Alors quand c'était un autre. qui est peut-être trop d'éditorialiste, voilà, c'est pas contestable. Qu'on soit pas d'accord avec l'éditorialiste, c'est pas contestable. Euh, mais jamais je me suis vu imposer quoi que ce soit en termes de ligne. Ça m'étonne toujours ce mot ligne, voilà. Et je crois pas être un sanctuaire hein, donc Et, de la et- et chaîne. à, et à titre personnel, sur n'importe quel sujet, est-ce que vous vous êtes parfois interdit des questions ou des, Jamais, jamais. Par contre, je me suis parfois reproché de ne pas avoir eu la bonne question. Ça arrive. Hein. Ça, c'est Franchement, vous votre côté dites, perfectionniste. oui, mais ça arrive. Je dis, mais pourquoi t'as pas posé cette question donc ça, oui, ça arrive. Euh, mais je me suis jamais censuré. Jamais. Jamais, Non, mais jamais, sur des jamais. sujets où il faut avoir un peu de pudeur, des drames familiaux comme on en Alors vit ça, encore ces c'est une qualité. jours-ci, Ouais. sur Alors des ça, c'est sujets une comme qualité. ça. Ça peut arriver. Donc là, il faut trouver les bons mots, la bonne articulation, la bonne relance. Mais dans ce cas-là, il faut faire confiance à sa sensibilité. Moi, dans le malheur des gens, je fais souvent voilà, trop dans l'intime, trop, voilà. Quelles sont vos références, vos modèles dans le métier? Est-ce que vous en avez encore avec toute l'expérience que vous avez? Est-ce que vous en avez eu quand vous étiez étudiant? C'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui, parce que j'y réfléchissais aujourd'hui. C'est très difficile. Je sais pourquoi j'ai fait ce métier. Moi, quand j'étais enfant, moi, je suis un petit gars de province. J'ai commencé la radio à 14 ans, dans une petite radio locale de la Drôme. Et donc voilà, c'est perdu, hein, la Drôme. Hein. Je connaissais personne. Mon rêve, c'était d'entrer à Europe 1. Parce que chez moi, voilà, ma famille, elle écoutait Europe 1. Il y avait des grandes voix, des super grandes voix à Europe 1. Et on écoutait ça chez moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, moi, j'ai fait un cursus assez classique. J'ai fait des études universitaires, puis j'ai passé un concours d'école de journalisme. J'ai fait l'école de journalisme de Lille. Et je suis rentré à Europe 1 sur concours. Parce que pour rentrer à Europe 1, il fallait, à l'époque, c'est toujours le cas, je crois, il fallait gagner un concours pour gagner un stage. Et j'y suis resté 15 ans. Et je me souviendrai toujours, quand je suis rentré à Europe 1, les voix les visages que j'ai mis sur les voix que j'avais entendues pendant des années enfant. Donc voilà, ça Vous avez parlera. les yeux qui brillent en disant ça. Bah, bien sûr, parce que c'est des noms qui ne vont pas parler à vos téléspectateurs, mais Stéphane Paoli, André Dumas, Olivier Drinxin. Mon premier poste de responsabilité, j'étais tout jeune, je travaillais avec Pascal Clark. Oh, Pascal Clark, voilà, ma première émission en duo avec Pascal Clark. Donc, en fait, ce métier était un rêve.
Et le rêve était de le faire, de réaliser à Europe 1. Bah, je l'ai fait, quoi. Enfin, je l'ai fait. Oui, j'ai fait. Je travaillais, je l'ai fait tout seul, sans connaître personne, tout seul, juste parce que j'avais envie et sans écraser personne. Je peux le dire, les yeux dans les yeux, sans bouffer dans la gamelle de personne. Et, euh, et en fait, c'est ce qui explique à la fois que je sois très motivé, très passionné et très exigeant. Voilà, parce que je sais le Vous prix de savez ces d'où vous marques. venez? Oui, aussi, oui. Ces valeurs-là, Aussi. c'est quelque chose que vous inculquez à vos enfants, à d'autres peut-être jeunes journalistes qui démarrent, peut-être qui ont ces yeux envers vous, maintenant que vous Les êtes deux. une référence du métier. Ouais, faut pas exagérer, mais les deux, effectivement. J'essaye de leur dire, et surtout pas de leur imposer, de leur dire ce que je crois. Voilà. Avec bienveillance. Ça veut pas dire que je m'énerve jamais, hein. Je Jamais. m'énerve parfois. En général, après, voilà, je m'excuse. L'idée, c'est ça. Je me fais une certaine idée de ce métier, en fait. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'on le fasse à moitié. Donc, ce métier, soit tu le fais bien, soit tu le fais pas, quoi. Qu'est-ce que le jeune Christophe qui est arrivé en gagnant un stage à Europe 1, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui avec le parcours effectué? Je lui dirais, ça a passé trop vite. Je me dis Bah, c'est pas souvent ça. Je me fini. dis, non, non, C'est pas c'est pas fini. ça, mais c'est pas ça, Nicolas. Mais j'ai l'impression, et je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir commencé il y a 2 jours, quoi. J'exagère, mais enfin, je peux pas croire que, j'ose même pas dire le chiffre, que j'ai tant d'années de métier derrière moi. Qu'est-ce que vous auriez Je dis que enfin, c'est une chance. C'est-à-dire que, en fait, j'ai super bien vécu toutes ces années, quoi. Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? Je sais que vous êtes un passionné de voile. Est-ce que vous auriez pu être skipper, aller Non, faire le tour du monde? non, non. Je crois que j'aurais rien pu faire d'autre, en fait. Rien. Non, rien. J'aurais Il y pas a, été capable de faire autre chose. Non, je vais je vous crois pas. montrer, je vais vous montrer deux femmes qui ont compté dans votre vie, Non, sans il y en faire a injure qu'une. à votre. Je savais que vous Il y alliez en me a répondre qu'une. ça. Je ne veux surtout pas C'est de Cathy, il manquer y en a qu'une. de respect à votre Je épouse. sais. Il y a deux Je sais, je femmes sais. avec qui vous avez passé beaucoup de Voilà. nuits. On peut le dire Hmm. publiquement. Non, non, pas des nuits, pas des nuits, des matins. Des parties de nuit, quand vous arrivez à 2, 3 heures du matin, Ouais. pardon, je Hmm. me permettais un bon mot avec vous. Euh, donc Pascal de la Tour du Pin et Ouais. Adeline François, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Alors Pascal, Parce que, on le dit 2010 à ouais, 2017, en duo ouais. avec vous, et Adeline depuis 2017. Ça fait déjà 4 saisons. Avec Pascal, on a construit. On a construit quand même une matinale incroyable, quoi. Un succès incroyable. Et puis, Pascal, légitimement, d'ailleurs, au bout d'un moment, elle a voulu tenter l'aventure LCI en solo. Et c'est bien, c'était courageux. Donc, il a fallu la remplacer, ce qui n'était pas forcément facile sur le papier. C'est pas forcément facile sur le papier. Mais Adeline, en fait, elle s'est imposée toute seule. Quand je dis toute seule, je vais vous raconter une histoire. En fait, lorsque Pascal est parti, Cathy, ma femme, m'a dit, faut que tu vois cette fille. Alors, je l'écoute à la radio, il faut que tu vois Adeline François. Et en fait, il n'y a pas eu de campagne de recrutement, ni beaucoup d'entretiens. On a vu qu'Adeline François. Il se trouve qu'Hervé Bérou, le patron de BFM TV, la connaissait très bien. Et que voilà, ça s'est imposé, mais naturellement, parce que elle est à la fois hyper bonne journaliste. Voilà, elle est incollable. Elle est incollable sur tout. Et elle est chiante sur tout. Mais c'est une qualité. C'est-à-dire, voilà, elle voit Vous tout. aussi, de ce que j'en Oui, oui, sais. mais justement. Oui. Mais, et ça, c'est inestimable. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas qui n'est pas lassé par ce métier. Voilà. Et ça, c'est génial. Et elle a aussi ce bon sens populaire que tout le monde n'a pas. Voilà. Elle est assez brute de décoffrage. Moi, j'aime bien ça. Quelqu'un qui aime la vie et qui est surtout très, très exigeante sur le métier.
On et les, qui on s'est les a, intégré très vite. on les a un petit peu comparées toutes les deux au début quand Adeline est Mmh. arrivée, même physiquement. Et finalement, Adeline a su prendre sa place. Ouais, ça n'a pas été facile au début. Hein. Ça n'a pas été facile parce qu'elle a dû supporter la comparaison. Les réseaux sociaux, déjà à l'époque, étaient vraiment pourris, quoi. Pourris. Mais ça s'est fait doucement. Ça s'est fait doucement et elle s'est imposée par son travail, son talent, son exigence. Et puis parce qu'elle s'est très vite incorporée à l'équipe et qu'elle correspondait en fait aux valeurs que je souhaite. Quoi. Christophe, on a un petit cadeau pour vous, une question qui nous est posée par Adeline F de Paris. Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous retrouver là. J'ai une question pour Christophe. Ça va faire 4 ans jour pour jour que j'ai rejoint BFM TV et la matinale première édition. Et donc toi, Christophe Delay, est-ce que t'es pas d'accord avec moi pour dire que cette 4e saison, ça a vraiment été la meilleure des 4, que finalement la difficulté de constituer un binôme à la télévision, c'est pas un truc qui prend au moins 3 ans pour se trouver, pour avoir des automatismes, des réflexes, pour apprendre à se connaître, pour savoir comment l'autre travaille. Est-ce que, ouais, voilà, est-ce que ça met pas 3 ans et est-ce qu'au fond, cette 4e saison, ça a été la plus harmonieuse des 4? Et puis, j'ai une question subsidiaire quand même. Est-ce que la 5e saison, ce sera encore mieux? Non, non, non. Franchement, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait une très bonne année. Elle a bien trouvé totalement sa place désormais, totalement sa place. Et la 5e année, j'en sais rien moi. Hein. On va tout faire pour qu'elle soit bonne, mais il va falloir se réfléchir à la façon dont on répond à la concurrence. Mais bon, ça va, j'ai des idées. Christophe, on a eu Adeline, forcément, une petite question un peu piquante de Pascal. Dis-moi, Christophe, les meilleures truffes, elles viennent de la Drôme ou du Périgord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc entre vous, ça? Ouais, c'est un truc entre nous, une bagarre annuelle à l'antenne sur la meilleure truffe. C'est évidemment la truffe de la Drôme. Évidemment. Même si elle prétend le contraire. Bon, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas arbitrer sur cette question. Christophe, ça n'a pas été trop dur de passer d'intervieweur à invité? Non, mais vous n'êtes pas mauvais en fait. Vous avez fait quoi comme métier avant? Je vais venir vous déposer mon CV. C'est vrai que vous m'avez connu plus derrière la caméra. Ouais. Donc ici, sur mon quotidien TV, on est plusieurs à présenter en alternance cette émission. Aucun journaliste professionnel. Est-ce qu'on peut du coup vous proclamer parrain de notre équipe, parrain de notre émission? Si vous voulez, avec grand plaisir. Vous viendrez nous faire un masterclass? Si vous voulez. Si, oui, avec grand plaisir. C'est sympa, Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie bien sûr Cyril Bartholomé à la réalisation de cette émission, Christophe Messager à la technique, Jean-Sébastien Roucher et Patrice Batman à la production. Je remercie également Océane Dio au maquillage. Et je vous remercie encore une fois, Christophe, d'avoir accepté notre invitation. On vous regarde encore combien d'années sur BFM TV le matin? Oh là là, je ne calcule pas du tout. J'ai jamais composé comme ça. Donc voilà, tant que j'ai envie et que mes patrons ont envie, on va continuer. Donc on invite bientôt Marc-Olivier Fogiel, puis on lui posera la question. Très bien. Merci à vous, Christophe. Merci à vous. On vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur YouTube. Ne manquez pas, bien sûr, vendredi prochain, une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Ciao.